sur la piraterie. Je donne évidemment la parole avec beaucoup de plaisir à notre rapporteur Michèle Tabarot. Ma chère collègue, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues. L'examen du budget de la Défense est toujours important pour notre commission, comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Président. Et je suis heureuse de prendre la suite de mes collègues Didier Quentin et Guy Tessier, grands experts de ces questions. Je tiens tout d'abord à remercier Thienot Sibéras pour le travail de qualité une nouvelle fois réalisé avec grande compétence, beaucoup de disponibilité, mais vous le savez tous ici. Ce budget n'est pas le dernier de la MPM, puisqu'il vise à porter l'effort de défense à 2% du PIB en 2025. Il s'agit néanmoins du dernier budget du quinquennat. Il me semble donc utile de faire un point d'étape pour dire ce qui a été fait depuis 2019, où nous en sommes aujourd'hui et les défis qu'il reste à relever d'ici 2025. D'abord, que s'est-il passé depuis que la LPM a été promulguée en juillet 2018 ? Didier Quentin avait estimé à juste titre que pour le premier budget de la LPM en 2019, le gouvernement tenait ses engagements. La crise sanitaire en 2020 aurait pu faire dévier la trajectoire dès la deuxième année. Mais les dépenses nouvelles ont équilibré les économies induites par la crise. La programmation a ainsi à nouveau été respectée. L'an dernier, Guy Tessier s'était inquiété que la défense soit la grande oubliée du plan de relance. La défense n'a en effet bénéficié que de 0,2% des 100 milliards d'euros du plan de relance. Or, je le regrette parce que quand on parle d'investissement d'avenir, notre défense doit en faire partie. Je voudrais maintenant en venir à l'année 2021. L'exécution budgétaire globale devrait une nouvelle fois être conforme à la prévision. En 2021, une échéance majeure était aussi prévue pour le Parlement, celle de l'actualisation de la LPM. Malheureusement, le gouvernement a manqué à son engagement. Sur la forme, l'actualisation n'a pas fait l'objet d'une loi qui était pourtant légitime. Le gouvernement s'est contenté d'un simple débat au Parlement. Ensuite, sur le fond, l'actualisation de la LPM est restée bien en deçà de ce qui était attendu. Le gouvernement a inscrit un ajustement d'1 milliard d'euros à enveloppe constante. Ce choix a deux conséquences. D'abord, des arbitrages défavorables sur d'autres pans de la LPM. Plusieurs programmes prendront du retard. Ensuite, le gouvernement acte que certains objectifs ne seront pas tenus. Mais nous savons que ces renoncements ne représentent qu'une petite partie des déconvenus à venir. L'actualisation ne tient compte ni de l'ensemble des surcoûts passés, ni des surcoûts à venir, par exemple pour renforcer la préparation à la haute intensité. Par un travail méthodique, le Sénat a estimé que l'actualisation était en réalité de 8,6 milliards. Le gouvernement a ainsi sous-évalué le périmètre d'actualisation de la LPM. Il renvoie les décisions difficiles qui en découlent à l'après 2022, ce que je regrette. Dernier point de vigilance, celui des ventes d'équipements majeurs. Soyons clairs, les récents contrats avec nos partenaires de confiance européens sont de très bonnes nouvelles, n'est-ce pas, Monsieur le maire ? Mais je regrette que pour les honorer, il faille déshabiller nos armées. Je m'en explique. Les 12 rafales d'occasion cédées à la Croatie ne seront pas compensées dans l'immédiat. Une nouvelle commande a été annoncée, mais a priori pas encore passée. En 2025, l'armée de l'air et de l'espace aurait 117 rafales au lieu des 129 attendus. De même pour les frégates vendues à la Grèce. 2 seront prélevées sur la série destinée à notre marine et le calendrier de livraison est décalé d'au moins plusieurs mois. Ces décisions pèsent sur le respect de la LPM, mais aussi sur notre souveraineté. Ici encore, nous demandons de la clarté sur les objectifs ainsi repoussés. J'en viens au budget 2022, dans lequel je relève plusieurs points positifs. D'abord, la hausse des crédits d'1,7 milliard conformément à la LPM. Ensuite, l'accélération des recrutements dans le cyber, qui est un enjeu majeur pour l'avenir. Enfin, la priorité accordée à l'entretien programmé du matériel et le milliard d'euros consacré aux études en amont. Dans le même temps, ce projet de budget ne lève pas toutes les inquiétudes. Je pense à la persistance d'un surcoût net sur les OPEX, qui est systématiquement absorbé par le budget des armées, contrairement à ce que prévoit la LPM. Je pense aussi à la situation du service de santé des armées qui affronte une pénurie de médecins.
Je pense enfin au retard sur les petits équipements qui participent directement à la sécurité de nos soldats. Dernière question qui doit nous préoccuper, que se passera-t-il après 2022 ? À partir de 2023, ce n'est plus 1,7 milliard d'euros de hausse chaque année, mais 3 milliards. L'essentiel, Monsieur le Président, l'essentiel de l'effort prévu par la LPM est donc renvoyé à la prochaine majorité. Il faudra être d'autant plus vigilant que la crise sanitaire a fait reculer la richesse nationale. Il n'est pas acquis que 2% du PIB représentera bien 50 milliards d'euros en 2025. Je rejoins dès lors le Sénat sur la nécessité que pour les dernières années, la trajectoire de la LPM soit fixée en valeur et non en pourcentage. Cela pourrait être l'objet, je le souhaite, d'un véritable projet de loi d'actualisation porté par la future majorité. J'en viens maintenant, et Monsieur le Président, vous l'avez évoqué, à la partie thématique de cet avis budgétaire que j'ai souhaité consacrer à l'opération Corymbe. Le budget de Corymbe est modeste, de l'ordre de 10 à 15 millions d'euros. Pourtant, les enjeux qui entourent cette opération navale dans le golfe de Guinée sont substantiels, ne serait-ce que pour les 80 000 Français présents dans cette zone. Selon le chef d'état-major de la marine, le golfe de Guinée est devenu la zone maritime la plus dangereuse du monde. Les trafics, la pêche illégale massive et surtout la piraterie et les kidnappings y ont atteint des niveaux alarmants. Cela a des conséquences directes sur nos intérêts, à commencer par le transport maritime depuis et vers l'Europe. Face à cette menace qui s'étend et se durcit, la Marine nationale a un rôle déterminant. Elle œuvre d'une part à la sécurité maritime dans cette région plus de 330 jours par an. Elle appuie d'autre part le renforcement des marines des États riverains qui aspirent à maîtriser seuls la piraterie au large de leurs côtes. Je salue d'ailleurs les efforts de la France pour former et soutenir les capacités de ces pays. Je tiens également à souligner le rôle du MICA Center de Brest, créé en 2016. Ce centre assure une évaluation permanente de la situation et alerte les navires en cas de danger. Il réalise un travail remarquable, salué par tous. Un mot également sur l'Union européenne, dont nous savons qu'elle est peu visible sur la scène internationale. Mais dans le golfe de Guinée, elle a pris de nombreuses initiatives avec des programmes d'aide aux États pour soutenir leurs capacités autonomes. J'espère que cet effort conduira à d'autres initiatives, montrant enfin une place pour l'Europe dans la sécurité du monde. Dans ce cadre, la marine française est amenée à jouer un rôle de plus en plus fédérateur dans la région. À l'issue de mes travaux, je pense que plusieurs points peuvent être améliorés. Tout d'abord, il faut amener les États côtiers à accepter les équipes de protection privées embarquées à bord des navires. C'est un souhait très important des armateurs à juste titre. Cela doit être un effort diplomatique, voire une conditionnalité aux aides. Je rappelle qu'en Somalie, cette solution a été une partie de la réponse. Ensuite, il faut simplifier et mieux coordonner les actions. Sur le plan international, c'est l'objectif de la présence maritime coordonnée lancée dans le golfe de Guinée par l'Union européenne. Et sur le plan régional, avec le partage des informations et le développement des moyens de sécurité maritime. Enfin, à défaut d'une opération internationale, il serait important de renforcer Corymbe, en privilégiant le déploiement de bateaux avec des moyens aéroportés capables d'intervenir en urgence lors d'une attaque. Car malheureusement, alors même que nous allégeons notre dispositif au Sahel, il est à parier que nous entendrons de plus en plus parler de cette région. J'en viens à ma position de vote. J'ai exposé les points positifs de ce budget avec le respect global de la trajectoire de la LPM. J'ai aussi évoqué des difficultés concrètes sur l'actualisation de la LPM, l'équipement de nos armées et sur le rôle du Parlement qui n'est pas respecté. Pour ces raisons, je m'abstiendrai sur ce budget de la Défense, marqué par trop d'incertitudes. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Et